Aujourd'hui, on reçoit Martin Poirier, environnementaliste, vulgarisateur et surtout citoyen soucieux du bien commun. C'est confrontant par moments, attention aux âmes sensibles, mais faut admirer son courage. Bienvenue à Hôtel Central. Martin Poirier, environnementaliste, mais tellement beaucoup de choses, mais aujourd'hui, on a envie de parler à l'environnementaliste. Es-tu un activiste ou comment tu te décrirais? Il y a beaucoup de is. Oui, c'est ça, t'es Militant. Ben, des fois, je dis citoyen soucieux du bien commun. Ah, ça C'est une passe bien façon, comme c'est ça. une façon de casser le côté péjoratif. Ah, les maudits écologistes, les environnementalistes. Ouais. Fait que là, il y a beaucoup de is qu'on pourrait utiliser. Je me demande comment on en devient à être environnementaliste, même si tu te dis soucieux du bien commun, là. Cette position-là sur la vie, on la développe comment? Ben, quand je dis citoyen soucieux du bien commun, dans le fond, c'est quelque chose à un moment donné qui nous interpelle. Fait qu'on le voit quand on parle à différentes personnes qui s'impliquent dans des enjeux environnementaux. Des fois, c'est quelque chose qui est venu les chercher de très près. Des fois, c'est quelque chose qui a dépassé leurs limites. Des fois, c'est un côté préoccupé. Puis de dire, ben, faut que je m'en mêle, j'ai des compétences. Souvent, ça part de comme individu, en s'imaginant qu'est-ce que je peux faire à partir d'un enjeu. Puis des fois, ben, c'est en se regroupant avec d'autres personnes. Des fois, l'enjeu devient collectif, plus souvent qu'autre chose même. Puis toi, tu dirais que c'est un peu de tout? Ou y a-tu quelque chose en particulier qui t'interpelle? Ben, je pense qu'au départ, ça a été les mammifères marins. OK. Au Québec, on nous disait adopter un beluga quand j'étais jeune. Fait que cette notion-là m'est beaucoup restée. J'ai pas connu ça. C'est quoi adopter un beluga? Ben, l'idée, dans le fond, c'était qu'on pouvait ramasser des sous, puis le beluga portait un nom, puis on pouvait dire qu'on avait adopté ce beluga-là. Je pense que c'est une campagne qui existe encore avec le GREM. On l'a vu aussi avec des vedettes québécoises, avec des scientifiques. Je pense même que l'ancien maire de Québec avait adopté un beluga. Dans le fond, c'est d'amasser des sous pour la recherche, pour la préservation de cette espèce-là. Là, on sait que le beluga dans le Saint-Laurent, c'est une espèce en voie d'extinction. Ouais. Donc, après que ce troupeau-là disparaisse, ben il n'y en a pas d'autres comme lui. On le voit avec le caribou montagnard. Fait que là, ça vient interpeller, comment je dirais, de donner une voix à ce qui est non humain. Tu as parlé de justice sociale, puis tu as Oui. parlé de bien commun. Oui. Mais a priori, ça n'a pas rapport avec les animaux. Tu sais. Ouais. Donc, c'est quoi ça? D'où ça vient, ça? Est-ce que tes parents étaient impliqués socialement ou comment ça marche? Moi, je pense que ça vient directement de moi. Je pense qu'à côtoyer, à voir qu'au Québec, il manque pas d'enjeux. Fait que je pense que l'enjeu suivant qui m'a amené beaucoup plus à m'impliquer, c'est les enjeux d'énergie. Fait que les projets d'énergie. Fait qu'on le voit ici au Bas-Saint-Laurent, il y a eu des projets de mini-barrages sur les rivières, il y a eu des projets éoliens, il y a eu des projets de recherche de pétrole et de gaz. Ben, la question énergétique, c'est quelque chose qui est venu me chercher dans ma curiosité intellectuelle, de me dire, ben, on dépend de l'énergie au quotidien. De l'énergie, va-tu toujours y en avoir? Puis pourquoi on est dans cette boulimie-là de vouloir ajouter des projets énergétiques un peu partout? Fait que la question de l'énergie, ça, c'est quelque chose qui est venu vraiment de moi, dans la documentation, dans l'information. Parce que souvent, dans ces enjeux-là, on va aller faire une cueillette d'informations scientifiques pour avoir aussi des propos qui reposent sur des choses qui sont cohérentes. Fait que les enjeux, ensuite, qu'on soulève, ben, ils vont être appuyés par la science. Puis des fois, ben, les scientifiques, eux autres, ont une limite où ils peuvent aller. C'est là que les activistes, les écologistes, les environnementalistes, des fois, arrivent et portent ces messages-là beaucoup plus loin. Là. Puis c'est drôle parce que, tu vois, tu me dis comment tu le fais avec une rigueur scientifique, Oui. tu as de l'intérêt. Tu m'as dit que c'est une curiosité intellectuelle. Oui. Mais ton amour des gens vient pas de ta curiosité intellectuelle. Le fait que tu veuilles t'impliquer auprès des gens, c'est fascinant. C'est juste parce que pour moi, je trouve ça rare. Ouais. Pourquoi cette envie-là de partager à ce point-là? Je sais pas, je pense qu'à un moment donné, quand tu cumules une connaissance, tu as envie de la vulgariser, puis tu as envie que les gens rejoignent le regard que tu as développé sur cet enjeu-là. Il y a une phrase qui me dit aussi qu'on protège ce qu'on connaît, puis on connaît ce qu'on prend le temps de découvrir. Fait que moi, le Saint-Laurent, exemple, dans le fleuve, plus je me suis mis à m'impliquer sur des enjeux qui menaçaient le fleuve Saint-Laurent, on parlait d'un port pétrolier à Cacouna, on parlait de forage près des bassins versants, donc
que les contaminants pouvaient se rendre jusqu'au fleuve, ben plus tu te documentes puis tu te rends compte de la richesse que tu as comme biodiversité sur ton territoire, ben tu as envie de le partager avec les gens. On a nommé l'eau tantôt. La question de l'eau, ben l'eau, c'est inaliénable. Mon corps est à 80 d'eau. Fait que j'ai pas envie que mes nappes phréatiques autour de moi soient contaminées. Ben, j'ai pas plus envie qu'elles soient contaminées pour mon voisin, ses enfants, le bloc de personnes âgées, la résidence et compagnie. Fait que la notion de communauté, de bien commun, il revient de cette façon-là. Là. OK. Je pense que ça part au début de l'idée de faire du bénévolat. OK. Fait que pour moi, chez nous, la notion de redonner à sa communauté, de donner du temps sans avoir un revenu de ce temps-là, mais qui fait du bien à la communauté, ça a toujours été quelque chose. Fait que ce soit s'impliquer dans des organismes communautaires, d'aller faire du bénévolat. Fait que quand arrivent les enjeux environnementaux, la notion du bénévolat, elle se fait naturellement. Tu calcules pas ton heure, puis t'as personne à qui charger le temps que tu mets en implication. Ben, le bénévolat, c'est la même chose. Tu dis, ça a toujours été proche de toi, tu veux dire, depuis que t'es jeune ou... Oui, puis en arrivant dans une ville comme Rimouski, tu sais, t'arrives à Rimouski, t'as plus de 200 organismes communautaires. Ouais. Fait que c'est pas long que tu te retrouves chez Moisson pour aller brasser la soupe puis servir les gens, que tu te retrouves à l'hôpital dans l'équipe des bénévoles, quelqu'un qui vient de faire un ACV, puis tu vas aller faire une lecture d'un livre. Fait que la notion du bénévolat, quand t'arrives dans un milieu aussi riche que Rimouski sur les services qu'on se donne entre nous, ben c'est pas long que tu te fais attraper puis que quelqu'un t'amène dans un CA puis le fil en aiguille, le bras passe dans le tordeur. Fait que dans le fond, tu sais, Rimouski, on a l'impression qu'on est riche, là. C'est riche, c'est une ville riche, là. Je veux dire, on se dit que personne manque de rien, mais toi, t'as dû quand même voir, côtoyer la souffrance humaine plus que la moyenne des gens, j'imagine, en faisant ces implications-là. Ben, je pense que c'est tributaire dans tous les milieux. Si demain matin, on arrête de nourrir, si on arrête d'habiller, si on arrête de prendre soin des gens, ben, on le voit, notre filet social, il tient pas. Fait que je sens que c'est quelque chose qui est partout au Québec. Puis on le voit, on le met à mal ces dernières années, notre filet social. Puis je fais des corrélations avec l'environnement. Ouais. On sent de plus en plus qu'on entre dans ce qu'on appelle une multicrise. Fait que cette multicrise-là va faire qu'on va faire des liens de plus en plus entre la question écosystémique de l'environnement, mais la question aussi de tous les services sociaux qu'on se donne entre nous. C'est comme des choses fondamentales. Un pacte social qu'on s'est donné, bien, si on rompt ce pacte social-là, je veux dire, c'est quoi la suite? C'est le chaos, c'est le laisser à nous-mêmes. C'est intéressant le terme que tu apportes, le chaos. Es-tu éco-anxieux? Non, parce que je suis éco-actif. Ouais. Oui, ben, c'est parce que ce terme-là, il arrive dans un moment où je pense qu'il y a des gros enjeux auxquels on doit faire face, puis individuellement, on ne peut pas le régler par le bac à recyclage de l'écolo-geste. Fait que l'écolo-geste, il y a une limite. Fait que même si on allait au bout des gestes individuels qu'on peut faire, il y a des leviers qui nécessitent d'être activés et qui vont être portés soit par le politique ou vont être portés par le coercitif envers des multinationales, des entreprises. Fait qu'il y a quelque chose comme levier dans notre société que je sens que l'éco-anxiété, elle arrive à un moment où il y a une masse critique de gens qui se sentent impuissants face à ce qu'on devrait changer. Puis il y a l'ampleur aussi des changements. Quand on se battait contre les hydrocarbures, l'ennemi était quand même assez clair d'avoir une foreuse qui débarque dans le cours d'en arrière puis qui va utiliser 6 millions de litres d'eau qu'un cocktail de produits chimiques. Puis versus aujourd'hui, se battre contre les changements climatiques, ça devient de quoi? De très fluide. Oui, mais qu'on n'a pas de poignée de contrôle dessus. Là. Puis toi, ça te donne un contrôle sur cette situation-là? Je sens pas que j'ai un contrôle sur la situation, mais j'ai peut-être le sentiment de peut-être plus, entre guillemets, dormir en paix. De dire, ben le bout que je peux faire, je le fais. Puis le bout que je peux pas faire, ben je sais à qui l'adresser. Puis je l'adresse dans mon quotidien par ces implications-là. Ça fait plus que 20 ans que tu es impliqué à Rimouski, peut-être 30 à peu près, là. Peut-être une trentaine, ouais, on va dire ça. Tu veux pas paraître trop vieux, ouais. Non, mais je pense que je le compte plus. Ben oui, c'est ça. Ça devient éco-anxieux quand on se pense trop à ça. Trouves-tu que les gens s'impliquent comme ils pourraient, comme ils devraient? Ben moi, je pense que si on prend la chanson de Plume la Traverse, le temps qu'on pourra, ben c'est naturel chez l'humain si on a développé un mode de vie
de chercher, un, à le maintenir, puis deux, de chercher à l'amplifier. Fait que dans le temps qu'on pourra se passer du cimetière, tant qu'on pourra prendre l'avion, tant qu'on pourra continuer à avoir le rythme de vie qu'on a, on va le maintenir, j'ai l'impression. Fait qu'il y a comme une forme, dans les notions d'éco-anxiété, il y a quelque chose des fois qu'on superpose pas, c'est les 7 étapes du deuil. Je pense qu'il y a des deuils auxquels on va avoir à faire face, puis que c'est pas négatif ou c'est pas défaitiste de les nommer. C'est un changement plus qu'une cassure ferme. Là. Oui, puis c'est intéressant que tu amènes la notion entre changement ou cassure. Parce que moi, j'ai l'impression qu'on aurait encore peut-être 1 décennie, 2 décennies, je n'ai pas de baguette magique, pour ralentir ou changer certaines choses. Après ça, ben, faut accepter qu'on tombe dans ce qu'on appelle des ruptures, ou certains vont appeler l'effondrement. Tu sais, dernièrement, juste cet été, on apprenait que les taux de sécheresse sont tellement élevés. J'entendais l'entrevue avec la compagnie de forage ici au Bas-Saint-Laurent qui disait ben, énormément de gens ont plus d'eau dans leur puits de surface. Là, m'appelle pour faire des forages, pour aller chercher la nappe phréatique. Mais là, il dit nappe phréatique, c'est 15 000 allant jusqu'à 40 000 $, puis j'ai pas de garantie que je vais vous trouver de l'eau. Fait que c'est le genre de scénario que moi que j'aurais pu voir en 2040, 2050. Là, j'entends un pompier dans le centre du Québec dans une entrevue qui dit bon, on a commencé à mettre des cadenas sur les bornes fontaines parce qu'il y a des gens qui viennent voler de l'eau pour remplir leur puits de surface. Là, je me dis, quand j'étais ado, j'écoutais Mad Max avec des dystopies pas possibles. Mais là, j'étais en 2025. Ben oui, puis peut-être plus vite aussi même que les constats des rapports du GIEC. Fait que cette notion-là de s'adapter, c'est de se dire, ben, mais je m'adapte à quoi? Ce qui me ramène à ma question. Ouais, vas-y. Est-ce que les gens s'impliquent autant qu'ils devraient? Ben, je pense qu'il y a... J'ai vu peut-être jusqu'à 2019, là, vraiment un élan qui était montant. T'sais, on a vu l'effet des grèves pour le climat. On a 150 000 personnes qui ont marché, plus de 500 000 même qui ont marché sur Montréal en 2019. Est arrivé le facteur COVID. Dans le facteur COVID, j'ai senti que post-COVID, il y a comme eu un genre d'épuisement social. J'arrive pas à mettre complètement les mots. Puis l'ère des polarisations est arrivée. Puis dans l'ère des polarisations, ben si t'es pas polarisé d'un côté ou de l'autre, ben tu préfères être entre les deux et te taire. Et là, ce que je vois, c'est que beaucoup de gens qui ont adopté la voie de je fais le dos rond, je continue mon quotidien, j'ai déjà des enjeux qui me submergent. Mais je sens que s'il y aurait des appels à des enjeux très sporadiques, très prononcés, les gens seraient au rendez-vous. Là. Fait que là, je sens qu'on est dans un ressac, mais tu sais, je lisais un livre dernièrement sur l'effondrement, puis un des indicateurs quand on arrive au bout de ressources naturelles ou qu'on tombe en climat de guerre, ben c'est les replis. Puis c'est des replis identitaires. Puis on va chercher l'ennemi ailleurs. L'ennemi va devenir l'immigrant, l'ennemi va devenir le voisin, la notion de ce qui est inconnu et qu'on peut cibler facilement. Mais ça permet d'occulter surtout l'ensemble des vrais problèmes qu'on devrait adresser là, en ce moment. Là. Des vrais problèmes comme... Ben moi, quand je vois que le ministre de l'Environnement abolit 138 postes au ministère de l'Environnement, quand on sait que c'est déjà le ministère le plus désossé au Québec, si en début d'année, on donnait le budget de l'environnement à la santé, en 5 jours, il n'y aurait plus d'argent. Fait que c'est vraiment un ministère que si tu continues à le déshabiller, ben là, tu n'es plus en train de jouer ce rôle-là de garde-fou, d'analyser les projets, quels sont les impacts. Puis ce qui est intéressant du ministère de l'Environnement, c'est qu'on va traiter la question économique, la question sociale et la question environnementale. Fait que des fois, on oublie que ce genre d'outil-là, si on le déshabille, ben c'est l'ensemble de nos mécanismes de protection qu'on déshabille. Là. Ah oui, puis ça, là, ça peut partir en descendant assez vite. Là. Et qu'est-ce que tu fais de l'argument qui dit qu'on est le dindon de la farce de cette comédie-là, de l'environnement au niveau mondial, dans le sens où la Chine, je ne sais pas sur combien de milliards, n'ont absolument pas de restrictions environnementales. En quoi est-ce que les gens au Québec doivent payer de leur poche pour supporter ça, dans le fond, le poids environnemental de la planète au complet? C'est sûr que si tu regardes ce qui est articulé autour de l'ONU, on n'arrivera jamais à des consensus planétaires. Mais ce qui est fou dans ce système Terre-là, c'est qu'on le subit tous. Fait que de dire, ben moi, le bout que je pourrais faire, comme le Québec, de diminuer de X% nos GES,
ben si on fait pas ce bout-là, on vient rejoindre les mauvais joueurs que sont la Chine, que sont les États-Unis. Puis je sais qu'il y a un ressac aussi pour les gens par rapport à la question climatique, qui est toute l'arrivée du cocktail de taxation. C'est comme si, à un moment donné, les gouvernements, par la taxe carbone, par tout un cocktail, je vois ton visage, par toute cette réaction-là, d'arriver uniquement avec un cocktail que c'est le petit citoyen qui paye, on a aboli ce qu'on appelle le principe du pollueur-payeur. Puis là, on s'est dit, ben celui qui continue à polluer, ben il achètera des crédits carbone à celui qui pollue moins. Ben dans ce système-là, on reste encore dans la notion que le pollueur-payeur, lui, il passe pas à la facture. Puis il passe pas surtout à changer ses comportements. Puis je pense que les gens qui sont désabusés par rapport à ces mesures-là, moi-même, je peux les critiquer. Est-ce que c'est une fin en soi d'aller planter de la monoculture d'eucalyptus dans un pays comme le Brésil, puis de dire, ben c'est de la captation carbone, puis là, je me fais des crédits carbone. Là, on est dans une démesure. Je pense qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne plus dans l'ensemble de ce système-là. T'as la foi, hein, on le voit, t'as la foi. Il faut avoir un Ouais, mais on a parlé de la taxe carbone. C'est un exemple très bon, très concret. Il y a une inflation galopante. Il y a des familles qui vivent en situation de pauvreté. Tu es sur la première ligne, tu les vois, ces familles-là. Puis tu t'en vas leur dire, non, vous allez continuer à payer une surtaxe sur votre essence. Puis tu vis bien avec ça. C'est pas une contradiction? Bien, moi, c'est pas que je vis bien avec ça. Je prends comme exemple, ici au Bas-Saint-Laurent, il y a un consensus des 8 MRC à mettre en place un système d'autobus. Ce système d'autobus-là, plutôt que justement le prendre sur la plaque d'immatriculation de chaque résident, ce qui est demandé au gouvernement, c'est sur la taxe sur l'essence. De mettre, admettons, j'ai pas le chiffre exact, là, je pense que c'est un 2 cents par litre, pour toute personne qui va venir faire un plein dans les stations d'essence du Bas-Saint-Laurent. Donc là, ça inclut le touriste, ça inclut la personne qui est de passage. Mais en retour, c'est que l'ensemble de ce montant-là, dans cet exemple-là, va être uniquement mis sur ce modèle de transport-là. Puis quand moi, je regarde le Bas-Saint-Laurent sur une population de 200 000 habitants, on est un des endroits au Québec où la population est la plus vieillissante. Fait que qui va en bénéficier en premier? C'est les gens de plus en plus en perte d'autonomie. Donc, quelqu'un qui est dans la ruralité, qui peut plus conduire sa voiture, mais qui irait pas nécessairement en foyer tout de suite parce qu'elle n'a pas les moyens, mais elle a une maison, bien, si on lui permet qu'un système de transport en commun de rester plus longtemps dans sa maison, bien là, je pense qu'on fait un effort collectif. C'est pour ça que je pense qu'il y a quelque chose qui est à décortiquer entre des mesures qui viennent répondre à l'industrie et qui ne répondent pas aux populations mur à mur, et entre des choix locaux qu'on va mettre en place. Quel filet social on veut mettre en place? Parce que tantôt, les changements climatiques, on les subit déjà, puis on va continuer à les subir plus que jamais. Moi, je travaille en culture, puis le message, c'est qu'il n'y a pas d'argent. Puis il faudrait que le gouvernement investisse plus d'argent. Et là, tu me parles de transport en commun sur un territoire qui fait plusieurs millions de kilomètres carrés. C'est pas exactement comme à Québec ou à Montréal. Tout à fait. Puis ta réponse, c'est de dire le gouvernement, il faudrait qu'il investisse plus d'argent. Est-ce que, comme quand on te dit ça, est-ce que tu es capable de comprendre que c'est spécial quand même, tu sais, qu'il y a des groupes de pression comme ça qui demandent constamment plus d'argent? Et est-ce que tu crois vraiment que c'est viable, que c'est possible? Bien, moi, je pense que le transport en commun, si on prend cet exemple-là, il est plus que viable. Parce qu'on a tellement un grand territoire à couvrir que tantôt, par l'auto-solo, on n'y arrive pas. On le voit, là, les choix qu'on devra faire par rapport à notre parc routier, on n'est que 8 millions d'habitants. Donc, tantôt, entretenir l'ensemble du parc routier, ça, c'est une chose qu'on n'y arrivera pas. Je vois tout le mouvement aux États-Unis, dans plusieurs États, ils désasphaltent même tout ce qui est route secondaire parce qu'il n'y a plus la capacité d'entretenir. Je pense qu'on a des choix dans la capacité de payer à évaluer. Qu'est-ce qu'on veut comme choix de société pour les 15, les 20 prochaines années? Moi, ce que je vois, ça va être l'oiseau de malheur quand je suis, mettons, l'Organisation mondiale du commerce ou toutes les grandes analyses au niveau de l'énergie. Bien, les hydrocarbures, on en a pour combien d'années? On est encore sur un 15 ans, un 20 ans. Fait que si on s'en va dans ce qu'on appelle la déplétion, qu'on n'a plus de découverte d'hydrocarbures, on le voit, là, on roule sur les sables bitumineux, on roule sur le pétrole de schiste. Fait que tantôt, à la fin du cendrier, quand les botches vont avoir été roulées et fumées, bien là, on se dit, on a peut-être ça un 10-15 ans pour préparer cette décélération-là.
on est déjà entré dans ces indicateurs d'effondrement-là. Tantôt, je parlais de la question d'accéder à l'eau potable. C'est parce qu'on va arriver à un moment donné où on va tellement avoir altéré certaines choses qu'on ne pourra pas revenir en arrière. Alors, regarde au Bas-Saint-Laurent, le fruit le plus mangé, c'est la banane. Mais la banane, elle repose sur quoi? Elle repose sur la mondialisation, puis la mondialisation, elle repose ses hydrocarbures. Fait que je pense que de notre vivant, le brocoli qui fait 3000 km avant d'être dans notre assiette en partant de la Californie, on va voir sa fin. On va y arriver au bout. Je pense que dans les 10 à 15 prochaines années, on va vivre des ruptures qui vont nous amener à soit dans le darwinisme social, puis ça, c'est la partie des fois de mes contemporains qui me fait peur. Ouais, c'est peut-être pour ça que je mets beaucoup d'énergie dans la partie sociale, qu'on est plus un être grégaire, puis que sa survie, elle se fera pas tout seul. Fait que le Bas-Saint-Laurent, je l'aime beaucoup parce qu'on a une capacité de... Si on développait le côté autonomie alimentaire beaucoup plus prononcé, on pourrait arriver à des pourcentages autres que le 20 très sommaire qu'on atteint. Mais on pourrait propulser quelque chose dans notre autodétermination collective, dans notre subsistance, dans notre façon d'occuper le territoire, que s'il arrive des chocs majeurs, on est déjà mis en place ce qu'il faut pour les amortir, plutôt qu'un effondrement, d'être dans la décroissance conviviale, genre. Il y a des jobs qui sont rattachés à tout ça. Je me questionne, est-ce que tu es capable de te mettre à la place, attention, ça va faire mal, d'un Albertain? Tu sais, sa job, la job à ses parents, à ses grands-parents, c'est le pétrole. Puis il y a le Québec qui est là, gna 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 gna. Puis dans le fond, on a des barrages hydroélectriques, puis on n'en a pas besoin, ou en tout cas on peut se débrouiller autrement. Mais là-bas, il n'y a pas ça, tu sais. Est-ce que tu es capable déjà de te mettre dans la peau d'un Albertain et de comprendre qu'est-ce qu'il vit au niveau économique? Bien, on s'est déjà rendu directement dans des rencontres qu'on appelait le Tar Sand Group, qui était le groupe des sables bitumineux en anglais. On avait une rencontre à Vancouver, puis il y avait des groupes autochtones, justement, qui venaient de Fort Chipewyan, près de Fort McMurray. Ce qu'on se rendait compte du côté de ces communautés-là, c'est qu'eux avaient d'énormes projets en énergie renouvelable qu'ils n'arrivaient pas à promouvoir. C'est qu'il y avait tellement de vision dans la province de tout mettre les capitaux du côté des sables bitumineux ou même des forages, pétrole de schiste conventionnels. Et on a appris avec eux qu'il y avait eu une démarche de rapprochement avec des syndicats, des travailleurs des sables bitumineux, et eux-mêmes ont élaboré un plan de transition. Qu'est-ce que ce serait sortir ces travailleurs-là de cette industrie-là et de par les compétences qu'ils ont dans cette industrie-là, comment est-ce qu'on les reconvertirait vers les énergies renouvelables? Fait qu'il y a des emplois qu'on appelle les emplois morts-vivants. C'est des emplois qui tantôt n'existeront pas, mais ils savent juste pas qu'ils n'existeront plus. Fait qu'on peut déjà faire de la prospective et anticiper, un peu comme on nous dit avec l'arrivée de l'informatique, l'arrivée de l'IA. Il y a X nombre d'emplois qu'on n'arrive pas à imaginer parce qu'ils vont être créés, mais là, il y a X nombre d'emplois qui vont disparaître parce qu'ils vont être désuets. Fait que ça, tantôt, il y a un choc de la réalité qui va se faire autant pour ces travailleurs-là que bien d'autres secteurs. Moi, quand j'ai vu le gouvernement Carney être élu, tout de suite, il y avait comme un alarmisme de répondre à Trump en disant « ça nous prend des pipelines. Il faut faire des pipelines à l'est, à l'ouest, au nord, mais pas au sud. Fait qu'il faut se libérer du sud. » Fait que là, je me suis dit, ben c'est qui les porteurs? Fait que là, j'ai vu bien des politiciens faire la file, première ministre du Nouveau-Brunswick, Ontario, Doug Ford qui essaye de boxer un peu le go. À la fin de l'exercice, je me mets à faire des recherches sur tous les joueurs qui construisent des pipelines et je me rends compte qu'il n'y a aucun projet sur la table. À l'époque où nous, on s'est battu contre des pipelines, c'était un promoteur qui déposait un projet, puis après ça, le gouvernement lui ouvrait les portes, puis cherchait à alléger les règles environnementales. Là, on fait le contraire. On entend des politiciens qui disent « ça prend des pipelines, l'industrie veut des pipelines, on défait les réglementations qu'on s'est données pendant des décennies », mais à la fin de l'exercice, il n'y a aucun projet sur la table à dessin. Il n'y a aucune entreprise présentement qui veut mettre de capitaux à construire des nouveaux pipelines. Puis le dernier qui a été fait, il nous a coûté 30 milliards de dollars, puis il a été payé en fonds publics, puis il nous appartient tous, puis il s'appelle Trans Mountain. En tout cas, t'es courageux, mon ami. C'est quelque chose de toujours foncer dans le tas comme tu le fais. On essaye. On
On en est au petit segment ludique de notre belle entrevue. J'ai quelques questions plus légères là-dedans, histoire de se rincer le palais un peu puis de terminer ça avec un jeu de poker. Oh. T'as-tu déjà joué au poker? Je suis pas un joueur de poker, mais je suis prêt à me prêter au jeu. Yes! J'adore ça. Fait que je vous passe 5 cartes chaque et il y a des petites questions qu'on va faire entre temps. 2, 3, 4, 5. Je pense que c'est en brûlune. Je fais ça vraiment 1, 2, 3, 4, 5, comme si je savais ce que je faisais. C'est en Vegas. Ouais, c'est ça. Fait que faites votre premier jeu. Je vais sortir votre première question. Votre meilleur souvenir d'enfance? Je pense aller marcher en forêt la nuit. La nuit? Ouais. T'habitais où? Dans la vallée du bonheur oublié. La vallée du bonheur oublié. C'est donc bien poétique, ça. C'est où, ça? La vallée de l'Hématopédia. Ah ouais, c'est l'autre nom pour la Matapédia, je savais pas. Ah, c'est cool. Mais ça, c'est... J'adore. Pour vrai, là, on a un chalet à Shawinigan, là, puis marcher la nuit quand tu vois les étoiles, il n'y a rien de plus zen, de plus ressourçant. Puis je peux comprendre pourquoi tu tripes environnement après avoir fait ça quand t'étais jeune. Ça dort, ça rêve autour de toi. Oui. T'as-tu un souvenir marquant d'enfance? Moi, c'est facile, c'est ma naissance. C'est qui est une grande date pour l'humanité. Fait que là, d'habitude, on parie, là, mais là, on va y aller juste avec qui a le meilleur jeu. Alors, je vais commencer par Joe. Dévoile-moi ton jeu. T'as 7, 8, 9, t'as un roi. C'est tout? 7, 8, 9, 10? Non, t'as rien. Non? Non, t'as rien, t'as le roi. Fait que Joe, t'as un roi, faut que tu mettes un roi. Moi, j'ai une Une paire. paire de 8. Hi, c'est... Bravo. Deuxième ronde et deuxième question. Pendant que tu prends sur le 4, c'est moi qui vais poser la question. Vas-y. Bravo. Fait que là, c'est moi et Andy qui répond. Let's go. Je suis prête. Décris-moi ton samedi idéal. Oh, je me suis vu avec de l'argile d'en face. T'es-tu du genre à prendre soin de toi? Non, je vais plutôt aller dans un spa, là, mais je sais pas pourquoi j'ai... Vu que c'est ludique, je me J'aime suis ça. vu avec de l'argile d'en face. Ça ferait peut-être pas de tort. Ouais? J'aimerais Ça fait ça. du bien, de l'argile. T'es-tu déjà allé dans un spa? Oui. Ouais. C'est-tu ton. Mettons, là, il faut que tu aies vraiment relaxé, là. C'est quoi ta journée idéale de relaxation? Ben, c'est le lien avec l'eau. OK. Fait que le parcours au spa, là, d'avoir plein de jets, là, d'avoir l'impression que tu ressors là, 10 fois plus énergisé. Là. Froid, chaud, Ouais, rivière. Ouais, hammam, eucalyptus, hall de kit. Les cartes? 3! 3? Mon Dieu Seigneur. Je me suis Tiens. trompée la première fois. Je t'en donne un. Bon, ça y est. Je vais tenter ma Oh, chance. c'est de la merde ce que tu m'as donné. OK, c'est bon. Je suis prête. T'es prêt? Je suis prête. Installe-moi ça. Ouais. Un 10, double 10. Moi, j'ai 2 paires. Oh! Martin, c'est imbattable. Ben Non, mais ouais. ça, non, mais ça, c'est la chance du débutant. C'est parce que quand je vous dis, j'ai jamais joué au poker. C'est vrai que C'est la y a- première fois que je me prête au jeu. Là. Une combinaison alimentaire que tu adores, mais que les gens trouvent weird. J'ai déjà mangé des crottes au fromage avec de la crème aux champignons. C'était bon. Ben c'est bon! Tu es un vrai Ben, j'étais le chef. garde-manger de l'étudiant. Fait que des fois, tu fais des combinaisons que tu n'aurais C'est pas un pensé. Puis là, tu fais comme, hein, coudonc, Mais les les crottes au crossets. fromage, un coin imbibé, là, c'était bon. Donc, Dedans, là. Ah ouais, Ah direct ouais, les chips, les j'avoue. crottes de fromage envoyées dans une crème aux champignons. OK, une soupe Ouais. aux crottes de fromage. OK, là, on est ailleurs, là. Ouais. Hey, je veux rien. Oh! Moi, je vais changer les seins. Ça allait pas bien. Voilà. Ça va peut-être être mieux. Non. OK, on peut vivre avec ça. On s'en Parce sort. que- Avec. Ouais, ouais. Ah ouais. J'ai une main pleine. Oh my God, moi, j'avais juste une paire. Fait que- On était... Hey, t'étais à 3 de gagner. Hey. Andy! J'ai fait Ah, mon premier point. gagné! Ben non, c'est quand même Martin qui gagne Ouais, avec, c'est vrai, 2 au point. Ouais. Félicitations. Merci d'être prêté au jeu. Ben, puis- merci à vous autres de me recevoir. Oui, merci d'être venu. C'est super intéressant. Puis important, ce que tu fais. Ouais, ben on peut traiter de ces sujets-là, puis il faut en traiter. Fait que même s'il y a un ressac, c'est un devoir de ramener ça sur la place publique. tu sais. Mais merci de le faire. Puis, On essaie. merci d'être là.